On m'a conduit au site, on m'a expliqué son fonctionnement, et puis on m'a montré en quoi mon travail allait consister. Voici l'histoire d'un homme qui n'existe pas. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. Et d'un lieu qui n'existe pas non plus. C'est une histoire placée sous le sceau du secret, où se mêlent peur, conspiration et dissimulation. Ils ont menacé de tuer ma femme. Cachés en plein cœur d'un désert américain, Ils m'ont dit que rien ne les arrêterait. l'accès est défendu par des hommes armés autorisés à tirer sur les intrus afin de garder cet endroit top secret. Ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Dans le désert du Nevada, à environ 110 km de Las Vegas, existe une zone de la superficie de la Suisse que personne ne prétend connaître. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces terres désertiques renferment un mystère. Certains l'appellent Groom Lake, d'autres le pays des rêves. Mais cette zone est plus connue sous le nom de la zone 51. C'est le secret de l'armée américaine le mieux gardé. La zone 51 n'est pas reconnue à ce jour. En d'autres termes, l'armée de l'air nie son existence. En l'absence de preuves, des rumeurs ont commencé à se propager. Non seulement des soucoupes volantes seraient testées, mais en plus, ces soucoupes ne seraient pas l'œuvre de l'homme, mais le résultat d'un projet commun entre l'armée et une forme d'intelligence étrangère à notre planète. Cette idée apparaît bien sûr insensée. Mais de l'avis général, cette zone renferme effectivement un secret. Un secret que l'armée tient à garder coûte que coûte. Cette base militaire, appelée Zone 51, fut établie dans le désert du Nevada en 1954. Elle devait servir de zone d'essai pour tester l'avion espion U-2. Ce modèle avait été mis au point par la Lockheed, une société d'aéronautique au service de la CIA. À cette époque, et surtout dans le Nevada, des milliers d'hectares étaient totalement déserts. C'était bien avant que Las Vegas ne devienne une grande ville. C'était donc l'endroit idéal pour éviter les curieux. On n'utilisait pas encore les satellites, il était donc possible d'effectuer des activités secrètes en toute tranquillité. Au cours des dernières années, les curieux affluent autour de la zone 51. Ils se retrouvent au Little Alien dans la petite ville de Rachel. Ils se racontent leurs histoires, achètent un souvenir d'extraterrestres, ou bien encore, ils échangent leurs points de vue sur les diverses théories de conspiration. Certains ne retournent jamais chez eux. Passionnés d'OVNI, ils se laissent envoûter par les récits fantastiques qui entourent la zone 51. Les activités de la base concernent essentiellement l'élaboration de nouveaux avions espions et d'avions furtifs. Mais il existe une partie qui est située un peu plus au sud du complexe de Groom Lake. Il possède, à défaut d'un meilleur terme, une technologie extraterrestre. Il n'est pas inhabituel de voir danser des lumières étranges au-dessus de la zone 51. Avec un peu de chance, il est possible d'assister à ce spectacle au moins une fois par semaine. Mais la zone n'attire pas seulement des passionnés d'OVNI. Robert Exkler, un ancien scientifique de la NASA, s'est lui aussi consacré au sujet. Cette zone est connue depuis longtemps, mais son existence officielle a été niée pendant des décennies. Sa création remonte aux années 40-50 avec l'élaboration de l'avion espion U-2 et du supersonique SR-71. En fait, tous nos avions secrets ont été mis au point et testés au moyen de vols d'essai dans cette zone. Il est donc évident que si vous disposez d'une technologie aussi sophistiquée qu'une soucoupe volante, cette zone est le premier endroit où vous irez la tester. Les moyens mis en place pour protéger la zone sont assez considérables. Des détecteurs sont placés à l'intérieur et à l'extérieur du site. Il y a de nombreuses voitures de patrouille. Des Jeeps Cherokee blanches circulent pour surveiller les gens se trouvant à proximité de la base. Des micros directionnels sont camouflés dans les buissons. Il y a des détecteurs de présence, des détecteurs de mouvement et même des détecteurs d'ammoniac. Ils servent à différencier un humain d'un animal, car la transpiration humaine contient des traces d'ammoniac. Ces niveaux de sécurité extrêmes s'appliquent également aux personnes travaillant sur le site.
Lorsque vous travaillez dans ce genre d'endroit, vous vous engagez par écrit à renoncer à vos droits constitutionnels. Vous signez un document stipulant que si vous violez cet accord et parlez des projets sur lesquels vous travaillez, vous purgerez une peine de 20 ans au pénitencier fédéral de Leavenworth. Et cela sans passer devant un tribunal et sans avoir le droit de faire appel. C'est un excellent moyen pour vous empêcher de parler. Un homme n'a pas su tenir sa langue. Ce physicien et ingénieur a non seulement affirmé avoir travaillé sur le site de la base 51, mais il a aussi déclaré avoir travaillé sur le projet le plus top secret de l'armée, les soucoupes volantes. Il s'appelle Bob Lazar. C'est un homme peu ordinaire dont le passé comporte beaucoup de zones d'ombre. Il déclare n'avoir jamais tiré profit de cette histoire, mais pour beaucoup, son récit ne tient pas debout et il n'est qu'un illuminé de plus. En fait, vous êtes plongé dans un autre monde. Vous savez qu'il existe un autre univers et qu'il y a une vie ailleurs. Mais de retour chez vous, vous devez faire comme si tout cela n'existait pas. Je voudrais que les gens connaissent la vérité. Bob est un homme relativement sérieux. Il a de l'humour, mais ce n'est pas pour autant un rigolo. Je le connaissais bien avant qu'il ne travaille dans ce programme. Je connaissais sa famille et la famille de sa femme. Quand il travaillait à Los Alamos, il m'a emmené avec lui et j'ai rencontré ses collègues de travail. Je n'ai jamais mis en doute la véracité de cette histoire, ni même pensé un seul instant qu'il ait pu l'inventer. J'ai toujours pensé que les soucoupes volantes étaient le produit d'une imagination fertile. Je n'y croyais pas, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas. Mais maintenant, j'y crois fermement. Je travaillais dans le laboratoire sur le réacteur et un des amplificateurs gravitationnels qui provenaient de la soucoupe. Je passais toutes mes journées dans le laboratoire. Mais un jour, j'ai été autorisé à pénétrer dans le vaisseau afin de voir comment s'intégraient les systèmes dans l'appareil et vérifier si leur emplacement jouait un rôle sur leur fonctionnement. Il y avait une trappe, une ouverture, dirons-nous. La porte n'était plus là. Visiblement, elle avait été enlevée ou même n'avait jamais existé. Il y avait une échelle pour accéder à l'intérieur. J'ignore donc comment le vaisseau se fermait. Et j'imagine simplement qu'ils avaient enlevé le panneau d'ouverture. Manifestement, cet engin était conçu pour être piloté par des êtres d'une taille inférieure à celle d'un homme. C'était un endroit très exigu. Il y avait un niveau inférieur. Une petite partie du plancher s'affaissait et s'ouvrait. J'ai passé ma tête et mon buste à l'intérieur pour voir comment les amplificateurs gravitationnels étaient maintenus à l'envers. C'est à ce moment que l'un des éléments est devenu transparent. Des techniciens étaient présents. J'ignore totalement ce qu'ils faisaient. Et puis, quelque chose s'est mis à défiler sur l'écran. Apparemment, le revêtement du vaisseau, sous un influx électrique ou un autre facteur, pouvait devenir transparent. Peut-être pour voir à l'extérieur, ou bien pour faire office d'écran vidéo. Tout cela était plutôt incroyable. Quand je suis sorti de l'appareil, la coque avait à nouveau l'aspect d'un simple morceau de métal. Il y avait 3 sièges, 3 amplificateurs, disons que c'étaient les commandes, mais il n'y avait aucun bouton, il n'y avait strictement rien. Et pour ajouter à tout cela, je n'ai vu aucune installation électrique. Les sièges n'étaient pas très grands, ils étaient 2 ou 3 fois plus petits qu'un siège normal. Marcher dans cet appareil me procurait une sensation désagréable. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. En même temps, c'était très excitant, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé dans une autre dimension. Toutefois, Bob Lazar a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais vu quoi que ce soit qui puisse ressembler à un extraterrestre. On m'a emmené dans le hangar pour assister à un des tests. L'appareil était posé sur le fond de l'ancien lac. Il a décollé sans faire de bruit. Il est resté en suspens dans les airs, puis il est redescendu se poser au sol tout en douceur. C'était vraiment impressionnant. C'est comme si vous voyiez une maison se détacher du sol sans faire aucun bruit. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance nécessaire pour effectuer un décollage sans produire aucun son. Je suppose que des hommes étaient aux commandes de cet engin. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'installer dans les petits sièges ou bien ils se sont assis ailleurs. Visiblement, ils savaient comment fonctionnait cet appareil. Quelle que soit la technologie utilisée et d'où qu'elle vienne, ils en connaissaient le fonctionnement. Bob Lazar savait ce qu'il risquait en dévoilant la vérité. Mais ce secret était devenu trop lourd à porter. On a vu des agents de l'OFI, le bureau d'enquête fédéral, venir chez lui à l'improviste pour effectuer des contrôles de sécurité.
Pour tous les proches de Bob, parents et amis, il ne faisait aucun doute que son téléphone était sur écoute. On entendait de drôles de bruits sur la ligne, et même encore aujourd'hui. En revanche, quand nous sommes en ligne avec une autre personne, on n'entend rien de tout ça. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. C'est ainsi que Bob Lazar a décidé d'emmener des amis proches faire une petite excursion de nuit. Je crois qu'il était 20h ou 21h. Ce devait être un mercredi du mois de mars 1989. Nous sommes partis avec Jane Huff, John Lear et mon ex-femme. À cette époque, il n'y avait pas de pancarte. Personne ne connaissait la base. On ne parlait pas des extraterrestres. Le Little Alien n'existait pas. Il y avait seulement le bar-restaurant de la ville de Rachel. Vous pouviez vous aventurer en voiture beaucoup plus loin que ce n'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de patrouille de sécurité, la zone n'était pas surveillée. Nous sommes allés assez loin, et d'où nous étions, on voyait très bien ce qui se passait. Une lumière en forme d'ellipse est apparue dans le ciel, elle s'est mise à bouger et à danser, et en fait on aurait dit que c'était une soucoupe volante comme on en voit dans les films. La lumière faisait des allers-retours rapides. Un avion normal ne peut pas évoluer de cette façon-là. On dirait qu'il va se produire une explosion, mais tout s'arrête et ça n'explose pas. La lumière est tellement brillante que votre cerveau interprète cela comme une explosion sur le point de se produire. À mon avis, des hélicoptères et d'autres engins sont venus et l'ont suivi. Ensuite, l'engin s'est reposé au sol. Bob nous avait prévenus, il nous avait décrit à l'avance ce que nous allions voir. Aussi, dès le moment où nous avons vu la lumière dans le ciel, ce fut pour nous un moment extraordinaire. La lumière s'est comportée exactement comme Bob l'avait dit. Elle est apparue comme prévu et j'ai bien été obligé de croire. À un moment, le vaisseau s'est mis à briller avec une telle intensité que nous avons pensé qu'il y avait un problème et qu'il allait exploser. Et même si nous étions à des kilomètres, nous nous sommes réfugiés derrière la voiture. C'était assez excitant. En tout, ils vont effectuer 3 visites. La 3e fois, l'inévitable se produit. Ils se font prendre. Cette nuit-là, je me suis dit que le pire était à venir. On m'a emmené à la base aérienne d'Indian Springs pour écouter ce que j'avais à dire. Certains des gardes qui nous avaient arrêtés étaient présents. Il y avait mon superviseur, Dennis Mariotti et d'autres personnes aussi. Ils ont menacé ma femme. Ils ont menacé de la tuer. Ils disaient que rien ne les arrêterait. Ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Bob a fait parler de lui pour se protéger. Dès le début, j'ai pensé que si l'on pouvait établir l'authenticité de ses affirmations, ou seulement d'une partie de son histoire, nous obtiendrions un sujet des plus percutants. Au début, George s'est montré assez sceptique. Mais à partir du moment où il a pu vérifier 2 ou 3 éléments, il a commencé à prendre le sujet très au sérieux. Et cette interview a fait pratiquement le tour du monde. Au départ, elle devait seulement passer dans les informations du journal de 17h à Las Vegas. Mais elle a été vue au Japon. Plusieurs personnes ont commencé à examiner son passé. Avait-il vraiment travaillé dans la zone 51 ? Et possédait-il réellement les qualifications requises ? J'ai effectué pas mal de recherches sur Bob Lazar. Je l'ai rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire W2. C'est un document du service fiscal relatif au bulletin de salaire. Son formulaire mentionnait qu'il avait travaillé pour le Bureau de l'intelligence navale. J'ai effectué des recherches très approfondies et très sérieuses sur ce document. Et puis aussi sur les affirmations de Bob Lazar. J'ai contacté le Bureau de l'intelligence navale pour qu'il me confirme que ce formulaire émanait de leur service. Puis je me suis renseigné auprès du service fiscal. Ils m'ont affirmé que ce n'était pas un faux et qu'il s'agissait bien, selon leurs propres termes, d'un document authentique. Le document comportait toute une série de chiffres et de numéros. En orientant mes recherches sur ces numéros, j'ai découvert qu'ils étaient hautement confidentiels.
Le service fiscal n'a pu obtenir aucune information lorsqu'il a tenté de remonter aux véritables employeurs mentionnés sur le document. De plus, avec le service de sécurité sociale, nous avons découvert que les dossiers concernant Bob Lazar s'étaient volatilisés. Il n'y avait absolument rien sur lui. La seule chose dont nous disposions était le formulaire où il figurait clairement que les cotisations pour la sécurité sociale avaient été prélevées. Mais tous ne sont pas convaincus. Stanton Friedman, un célèbre spécialiste des ovnis qui a travaillé en tant que scientifique sur le projet Apollo, se montre sceptique. J'ai effectué des recherches très poussées sur les déclarations que Bob Lazar a faites sur sa vie et sur les systèmes de propulsion. Ces affirmations touchent des sujets assez sérieux. J'ai contacté les écoles où il prétend avoir reçu ses diplômes, j'ai appelé le lycée qu'il dit avoir fréquenté, j'ai contacté Los Alamos où il aurait travaillé comme scientifique. Mes recherches se sont révélées totalement infructueuses. Le seul élément que j'ai pu vérifier est qu'il a effectivement été élève de l'école primaire Pierce à la fin des années 70. Je crois que je n'aurais jamais entrepris des recherches sur le formulaire W2 de Bob Lazar si ce dernier n'avait pas réussi brillamment le test du détecteur de mensonges. Cet appareil permet de détecter très facilement si la personne invente des histoires ou n'est pas convaincue à 100% de ce qu'elle raconte. On peut donc déterminer ce degré de conviction et savoir si la personne est absolument certaine de ce qu'elle dit se rappeler. Et c'est exactement le cas de Bob Lazar. L'armée américaine travaillerait-elle avec une technologie extraterrestre? Et si c'est le cas, le fait-elle de son plein gré? Bruce Maccabee, un physicien de la marine américaine, a son idée sur le sujet. Il profite de son temps libre pour travailler sur ordinateur. Il vérifie l'authenticité de films vidéo et de photographies d'ovnis provenant pour la plupart de la zone 51. Depuis 1947, on s'interroge sur la provenance de ces objets. On se demande s'ils sont vraiment l'œuvre de l'homme. Je n'exclus pas le fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes en mesure de construire des objets dotés plus ou moins des mêmes caractéristiques. Cependant, à l'époque où cette histoire a commencé, la technologie ne permettait pas de parvenir à de tels résultats. De même, un fait relativement intéressant démontre que l'armée de l'air n'était pas impliquée. Au cours de l'été 1947, l'armée a demandé au FBI de mener des enquêtes auprès des personnes qui avaient vu des ovnis. C'est alors qu'un des membres du FBI a suggéré que ces objets avaient peut-être été créés par des hommes. Et Edgar Hoover, qui était le chef du FBI à l'époque, a déclaré qu'il n'était pas judicieux de mener des enquêtes si ces objets provenaient de bases militaires. Il a donc exigé de l'armée de l'air qu'elle produise un document attestant que cette enquête ne concernait pas les programmes de secret défense. Dans une lettre, l'armée de l'air certifie à Hoover qu'après examen de tous les projets de recherche militaire, toutes forces armées confondues, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une soucoupe volante. Il n'y avait donc plus aucun doute. L'armée de l'air affirmait qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire et que ce sujet la préoccupait comme tout le monde. Edgar Mitchell connaît bien l'espace et la technologie de pointe. C'est un ancien astronaute et aussi le 6e homme à être allé dans l'espace. Il a participé à la mission Apollo. Et depuis qu'il n'est plus de la partie, il tente de percer le mur du secret. Je suis convaincu que des contacts ont été pris, car des personnes qui occupent des places élevées dans le gouvernement, des personnes dignes de confiance, m'ont avoué que dans leurs fonctions officielles, elles avaient été plongées au cœur du sujet. Elles aimeraient raconter leur expérience et ne plus être tenues au secret. Mais jusqu'à nouvel ordre, elles ne peuvent absolument rien dévoiler du tout. J'ai reçu une multitude d'appels de personnes qui ont travaillé à la base. Celles que j'ai rencontrées pour les interviewer et pour parler ont travaillé à la base dans les années 50, 60, 70 et 80. À quelques détails près, elles disent toutes la même chose. Leurs récits n'ont pas la même teneur que l'histoire de Bob Lazar, mais la plupart se recoupent. Ces personnes ont vu des vaisseaux en forme de soucoupe, elles les ont vus voler, elles les ont vus entreposés dans des caisses et sous des bâches, et tout le monde était tenu au secret. L'histoire de Bob Lazar est tout à fait cohérente. Bob Lazar dit-il la vérité? A-t-il inventé toute cette histoire? A-t-il été utilisé par le gouvernement pour faire de la désinformation? Ou bien est-il le porte-parole involontaire d'un gouvernement désireux de nous préparer à un événement encore plus colossal?
C'est un homme intelligent qui nous raconte un beau conte de fées. La majorité des gens qui donnent foi à ces dires n'ont fait aucune vérification et acceptent l'idée que le gouvernement ait pu effacer son dossier. Je suis la première personne à m'en être rendu compte. Je ne parvenais pas à retrouver des dossiers me concernant. Au départ, je n'arrivais pas à mettre la main sur mon certificat de naissance, ainsi que d'autres documents officiels. Et j'ai pensé qu'il tentait d'effacer toute trace de mon existence. Je suis ravi de savoir qu'il a travaillé là-bas. Il y a en effet de fortes chances pour que ce soit un test. Ce test servirait à déterminer le crédit que les scientifiques et le public seraient prêts à accorder si une personne ayant participé à de tels programmes révélait des informations confidentielles de ce type. Si effectivement on nous prépare à entendre d'incroyables révélations, de quoi s'agit-il? Pour moi, il ne fait absolument aucun doute que nous avons été et continuons d'être visités par des extraterrestres. En revanche, nous ignorons tout de leurs motifs et de ce qui se passe exactement. Je suis formellement convaincu que les États-Unis ont récupéré des véhicules extraterrestres. Je trouve tout cela déprimant et effrayant. Nous sommes en plein Big Brother. Si cette technologie existe, elle est extrêmement puissante et dangereuse. C'est pour cela qu'elle doit appartenir au domaine public et non pas au domaine privé. Je savais que j'étais privilégié de participer à ces programmes, mais l'atmosphère était très oppressante. Les mesures de sécurité étaient très poussées. Et de savoir que vous ne pouvez parler à personne, que vous êtes sur table d'écoute et tout ce qui s'ensuit, à la longue, il devient très difficile de supporter cette situation. Le plus dur est de travailler en plein cœur du 28e ou du 29e siècle, tout en vivant au 20e siècle. Même si Stanton Friedman se montre sceptique vis-à-vis de Bob Lazar, les activités de la base 51 ne font aucun doute pour lui. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'une partie de la vérité se trouve dans le désert du Nevada, près de Groom Lake. C'est l'endroit idéal. C'est un lieu isolé et sous haute surveillance. Il réunit donc toute qualité requise pour examiner à loisir des soucoupes volantes, en reconstituer de nouvelles ou les faire voler. Je pense que nous voyons seulement la partie émergée de l'iceberg. La base 51 nous réserve encore bien des surprises en matière de soucoupes volantes. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont là. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils font. Mais une chose est sûre, d'autres formes d'intelligence sont présentes sur notre planète. Alors, que l'on croit ou non le témoignage de Bob Lazar, après avoir entendu tous ces témoignages de personnes, hommes de science, théoriciens et rêveurs, allons-nous désormais croire que les extraterrestres sont parmi nous ?